Salam alaikum, Mazoul Fillaoun, bonsoir. Nous avons bien pris soin durant les premières heures et les premiers jours qui ont succédé aux attentats de Paris de ne pas faire feu de tout bois, de nous concentrer sur le factuel, de déplorer ces tragiques événements et même de faire en sorte qu'ils soient condamnés sans nuance. De la même manière que nous faisons notre la vocation de dénoncer tous les terrorismes, quels qu'ils soient, et d'être du côté des victimes, quelles qu'elles soient. Parce que notre vocation, justement, n'est pas seulement d'informer ou de faire comme si nous informions, mais ce que nous entreprenons, nous ne le faisons pas de façon chafouine, en usant de méthodes éprouvées en journalisme, pour dire sans dire, pour suggérer l'air de rien, de jouer au journaliste objectif, qui ne prend pas parti, qui reste à égale distance du bourreau et de sa victime. Nous avons donc sciemment concentré l'essentiel de nos émissions dans le factuel, même si nous n'avons pu nous empêcher, ni empêcher nos invités, d'évoquer les tenants et les aboutissants de ces tragiques actes de terreur. Mais le moment est venu, je crois, d'aller plus en profondeur dans la lecture de ces attentats. Il est plus que nécessaire, il est urgent, de tenter de faire la lumière sur les causes complexes qui ont suscité ce terrorisme, qui n'est ni aussi aveugle qu'on le dit, ni ses commanditaires aussi identifiés qu'on tente de nous le faire croire. Je le dis d'emblée, il est tout à fait légitime qu'une nation attaquée de cette façon veuille apporter la réponse idoine à ceux qui l'ont visée. Ainsi, dans la chair de ses citoyens, dans sa sécurité, dans sa quiétude publique. Mais de justes réponses ne doivent pas consister à tuer des civils parce qu'on leur a tué des civils. Ou alors de les passer en pertes et profits, de les glisser sous le tapis bien commode des dégâts collatéraux, de les empiler dans le placard des cadavres importants. Il est légitime que les nations attaquées se défendent, mais non pas qu'elles fassent de ces attaques l'occasion en or de booster leurs élections. Qu'elles se défendent, oui, mais non pas qu'elles perpètrent des complots cousus de haubans fluo pour justifier la destruction de nations entières, comme cela s'est passé en Irak. Qui ne sait aujourd'hui que Bush et ses acolytes ont monté de toutes pièces tout un dossier, créé de fausses preuves, piégé Saddam Hussein pour qu'il envahisse le Koweït. Tout le monde sait cela et plus encore. Le boycott inhumain qui a coûté la mort d'un demi-million d'enfants irakiens faute de médicaments, le saccage de tout le pays, sa mise sous coupe réglée par les grosses sociétés américaines. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle, ou presque personne. Et personne n'a été tenu de rendre des comptes. Et lorsque cela arrive, lorsqu'on en parle, alors ceux qui s'y risquent se retrouvent à prêcher dans des déserts médiatiques. Tout le monde sait aussi que ce sont les Américains qui ont créé Al-Qaïda. Qui ne connaît la fameuse opération Cyclone, destinée à appeler au djihad contre l'URSS, à rallier des moudjahidines du monde entier contre l'ours rouge qui avait envahi l'Afghanistan. Qui ne connaît pas ces prédications enflammées de prédicateurs saoudiens? Opération Cyclone. Une opération placée sous le contrôle direct de la CIA et financée pour moitié par les USA, pour moitié par l'Arabie saoudite. L'opération Cyclone, pour vous dire, fut stoppée juste après le démantèlement de l'URSS et Al-Qaïda sommé de disperser ses troupes. Circuler, il n'y a plus rien à voir. Mais cela ne se passa pas comme prévu. Il en est de même de Daesh. Les conditions qui ont prévalu à sa création restent très obscures. De même que la nature et l'identité de son véritable maître du jeu, ou de ses véritables maîtres du jeu. On ne sait presque rien de cette armée, de cet État à qui le chef de l'État français vient de faire une déclaration de guerre. Mais s'il n'y avait que cela, si seulement le terrorisme ne pouvait s'expliquer que par ces groupes djihadistes
créés par ceux-là même qui disent les combattre. On oublie aussi le sort affreux fait à des peuples entiers. On oublie que leurs despotes respectifs ont été installés et soutenus par ces mêmes puissances qui parlent aujourd'hui de combat de la civilisation contre la barbarie, de démocratie, de liberté. On oublie que ces mêmes qui clament ces belles professions de foi portent à bout de bras ces despotes qui ont réduit leur peuple à la misère, qui les ont massacrés, torturés, hachés menus, corrompus, réduits à l'indigence, poussés sur les routes amères de l'exil, à la violence, au terrorisme. Pour ne pas divaguer trop loin et parler d'un peuple qui est aux portes de la France, pour faire toucher du doigt le véritable problème tel qu'il devrait vraiment se poser. Rappelons-nous le soutien de la France aux putschistes algériens de 1992. Rappelons-nous comment elle a permis que des carnages et des atrocités se perpètrent quasiment à huis clos. Rappelons-nous comment, pour tuer le printemps kabyle et débarrasser le régime algérien des rebelles les plus déterminés, des dizaines de milliers de visas, je pèse mes mots, des dizaines de milliers de visas leur ont été attribués. Puis aussitôt arrivés en France, ils ont pu bénéficier tout de suite de l'asile politique pour qu'ils ne puissent plus retourner en Algérie. N'oublions pas non plus comment la France actuelle a pesé de tout son poids sur les généraux algériens pour les contraindre à accepter le 4e mandat d'un moribond. Et comment elle continue de se faire la complice d'une prise d'otage, d'une fonction présidentielle, comme elle couvre le détournement du pouvoir par une bande qui règne au nom d'un président qui n'a plus sa tête et dont François Hollande lui-même nous dit qu'il l'a rencontré, qu'il l'a trouvé très à l'acre, d'une rare sagesse et qu'il a discuté pendant 2 heures avec lui sur des sujets parmi les plus complexes, alors que le pauvre malheureux ne s'est pas adressé à son peuple pendant plus de 3 ans. Voici comment on fabrique la haine anti-française, de la rancœur, comment on suscite des animosités, comment on jette des millions de gens hors de leur pays, comment on en fait des clandestins chez les autres, des fonds de commerce pour des extrêmes droites qui s'en servent pour se faire mousser. Et le cas de l'Algérie est loin d'être un cas isolé. Au nom d'une douteuse, très douteuse raison d'État, ce sont ainsi d'innombrables pays qu'on pressure et qu'on met sous la férule de mafiocrates. Des mafiocrates doublés de médiocrates qui rendent leurs pays respectifs quasiment inhabitables, dont ils tuent l'avenir, dont ils poussent les habitants à immigrer chez ceux-là même qui les ont imposés à leur tête. Voilà comment on fabrique des immigrés clandestins. Voilà comment on crée du terrorisme. Et je suis loin du compte. Je ne parle pas du sort qui leur est fait, ces malheureux transfuges, lorsqu'ils parviennent, on ne sait par quel miracle, à s'installer dans leur pays d'accueil, qu'ils pensaient être autant de pays de cocagne, des Eldorado, et où ils se retrouvent ravalés au 36e sous-sol de la vie, parqués dans des ghettos, discriminés, rejetés, stigmatisés, désignés comme boucs émissaires de tout ce qui arrive de pire dans leur pays d'accueil. Comme ceux qui étaient arrivés avant eux, de toutes les façons, qui en sont à la 4e génération et qui n'en sont pas acceptés pour autant. Voilà un peu ce que devraient méditer tous ces politiciens qui roulent des yeux en même temps qu'ils font rouler leur tambour de guerre. Voici le terreau où prospèrent l'hydre immonde, où s'agitent ces têtes multiples. Mais avant de recevoir mes invités, je voudrais vous faire voir les images de Français qui refusent de se laisser entraîner dans les caniveaux de la haine ordinaire. Ce sont des citoyens français de la ville de Lille qui s'étaient rassemblés pour manifester leur soutien aux victimes des attentats de Paris. Un groupuscule d'extrême droite a tenté de faire dégénérer le regroupement en manifestation islamophobe. Regardez la réaction de ces citoyens.
Avec nous aujourd'hui, pour en discuter, par ordre alphabétique, Gamal Abina, militant associatif, membre du collectif Résonance citoyenne à Paris. Abdelaziz Chambi, président du CRI, Coordination contre l'islamophobie à Lyon. Hosni Mati, avocat à Paris. Et Patrice Vergerol, informaticien. Nous allons commencer par Gamal Abina. Gamal Abina, dites-nous, vous êtes à Paris, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le climat s'est un peu apaisé? Est-ce que les gens commencent à se poser des questions, à analyser la situation? Pour tout vous dire, à Paris, il y a une vraie crispation. Vous m'entendez là ou pas? Oui, oui, on vous entend, je vous en prie. Il y a une vraie crispation. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai vu plusieurs alertes à la bombe. Du côté de Port-des-Lilas, Pantin, à Paris, partout, les gens sont extrêmement crispés. La police est sur le vive. Ils ont renforcé le type de sécurité. Écoutez, on vous entend très mal. Vous allez rester avec nous en ligne, en Skype, et on va vous appeler au téléphone. Vous resterez donc avec nous en Skype et en téléphone. Je vais prendre notre deuxième invité en Skype, Abdelaziz Chambi. Abdelaziz Chambi, vous êtes avec nous? Oui, oui, tout à fait, oui, je vous entends. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, vous êtes à Lyon? À Lyon, oui. Alors, dites-nous d'abord, quel est l'état d'esprit qui règne à Lyon après ces attentats? C'est un état d'esprit tendu. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de crainte de la part des musulmans. Des arabo-musulmans, parce que musulman, c'est pas écrit sur le front des gens. Alors, tout arabe est assimilé à musulman, sous-entendu potentiel soutien de Daesh. Il y a même un monsieur turc dans la région parisienne qui a été... il a pris une balle de pistolet parce qu'on l'a pris pour un maghrébin, enfin je pense un musulman. Bref, c'est tendu. On est dans une forme un peu de psychose quand même. Et au-delà de la psychose, il y a même du passage à l'acte. Parce que nous, à Lyon, on est aux premières loges, si je puis dire. On a le siège des identitaires, les fameux groupes identitaires d'extrême droite, dont vous avez parlé effectivement, qui ont manifesté à Lille et qui ont été expulsés, Dieu merci, par les manifestants. Mais à Lyon, ils sont venus et ils sont tombés à une quinzaine sur un jeune maghrébin de 17 ans et ils l'ont fracassé, ils l'ont massacré, ils lui ont brisé des vertèbres, ils l'ont rempli de coups, d'hématomes, de contusions. Il a 30 jours d'ITT. Donc là, je l'ai eu hier, le jeune, au téléphone. Donc aujourd'hui, il doit déposer plainte. Et lorsque les policiers sont arrivés, ils lui ont dit « Ouh là là, c'est une affaire sensible ». Parce qu'ils l'ont ciblé, parce que maghrébin, et le policier lui a dit « Ils ont voulu se faire un maghrébin, un musulman ou un maghrébin ». Et donc il y a des caméras sur toute la place Bellecour, c'est en pleine place Bellecour, en plein centre-ville. Donc toutes les caméras, normalement, elles ont dû capter les images. Donc nous, on a demandé à ce que les images soient consignées, qu'elles ne soient pas effacées, pour qu'on puisse retrouver ces groupuscules de fascistes là qui ont profité de l'occasion, profité de cette psychose entretenue par les médias où on nous rabâche en permanence la peur, etc., la diabolisation de l'autre, et c'est un climat vraiment malsain. Pour faire court, c'est un climat malsain, et moi ça me blesse à double titre parce que j'ai l'impression que même sur le plan identitaire, on est en train de faire des concessions et de l'autoflagellation qui m'exacerbe personnellement parce que moi j'ai rien contre la France, c'est mon pays, j'y vis, mais il y a une sorte de vague de patriotisme et de nationalisme exacerbé, de colonisés si je puis dire, qui ont le complexe vis-à-vis du maître et qui sont en train à tout prix, à tout craint, de montrer patte blanche à coup de cœur bleu, blanc, rouge, à coup des imams qui vous mettent sur leur profil Facebook un drapeau bleu, blanc, rouge dans un cœur, tel responsable ou tel citoyen ou tel militant ou tel citoyen lambda qui me met le drapeau imposé par Facebook bleu, blanc, rouge. Que je sache, il y a eu des massacres en Palestine, il y a eu 1500 morts, il y a eu des centaines de morts, des milliers de morts de par le monde, en Syrie, de partout. J'ai pas vu un élan de solidarité ni de la part de Facebook, ni de la part de tous ces arabo-musulmans se réclamant derrière le drapeau palestinien, par exemple, ou derrière le drapeau syrien quand on tue des Syriens, ou irakien quand on tue des Irakiens, ou malien, ou afghan, etc. Donc il y a un climat vraiment malsain, voilà, c'est le moins que je puisse dire. Mais Abdelaziz Chambi, vous qui vous dites français à part entière, qui dites aimer ce pays qui est devenu le vôtre, ce n'est plus seulement votre pays d'accueil, c'est votre pays d'adoption. Oui. Je présume que c'est le cas de vos enfants aussi. Bien sûr. Pourquoi, dans ce cas, accepter de subir
de raser les murs, d'assister à un retour des ratonnades. Pourquoi ne pas s'organiser à partir du moment où on parle des musulmans comme représentant une communauté qui ne peut pas se laisser assimiler dans le sens digestif du terme? Pourquoi ne pas vous organiser de façon à réagir, j'entends, pacifiquement? Bien sûr, alors on le fait déjà. Hein. Moi, ça va faire 40 ans, enfin, 2016, ça fera 40 ans que je milite. Donc sur les questions du droit, sur les questions de la justice, sur les questions de lutte contre les discriminations, on a même créé un parti politique autonome qui s'appelle Force citoyenne populaire pour dire aux musulmans de ce pays et aux non-musulmans, on peut s'organiser politiquement en dehors des partis traditionnels qui n'ont, j'allais dire, que pour souci leur siège et leurs privilèges et qui parfois nous utilisent nous-mêmes comme fonds de commerce électoral et politique. Donc nous, on s'organise. Mais le problème, c'est que il y a une forte répression des militants aujourd'hui. Pour votre information, moi qui suis citoyen français, etc., j'ai une fiche S sur le dos, alors que je n'ai jamais eu de lien avec qui que ce soit en lien avec le terrorisme. Expliquez-nous ce que c'est qu'une fiche S. Alors, une fiche S, c'est ce dont on parle en ce moment à la télévision à longueur de journée. C'est une fiche sécurité. Il y a un certain nombre de grades, donc plus ou moins graves, du 1 au 16 ou quelque chose comme ça. Et donc, selon la gravité, on vous place soit au début du curseur, soit derrière. Et moi, je fais partie de ces gens qu'on a mis sur le curseur, simplement parce que je suis militant et parce que je demande aux gens justement de s'organiser. Moi, j'ai créé l'Union des jeunes musulmans à Lyon. On nous a saboté le travail qu'on a fait. Les pouvoirs publics ont saboté un travail de 20 ans qui consistait à faire émerger un islam engagé, un islam citoyen. On nous a fermé la porte et on a ouvert la porte aux salafistes. Et je pèse mes mots. C'est-à-dire qu'ils ont volontairement éliminé des acteurs de la scène publique qui pouvaient faire des ponts avec les autres et travailler sur les éléments d'identification de proximité avec les autres. On nous a fermé le porte-monnaie, on nous a associés aux islamistes en Arabie Saoudite, en Iran, en Algérie, je ne sais quoi, pour justement éviter qu'il y ait une dynamique nouvelle qui émerge après la marche de 1984, dans laquelle j'étais un des acteurs. On a dit, il faut se battre sur ça. Résultat des courses, on nous a fermé la porte-monnaie, on a ouvert la porte aux salafistes. Résultat des courses, les salafistes sont venus en disant, ah ben il faut se mettre en rupture. D'abord, il ne faut pas se révolter contre les dirigeants, hein. Secondo, il faut se mettre en rupture, c'est des koffars, c'est des mécréants. Donc nous, on est le peuple élu, on est la An-Najiha, on est la 73e secte, entre guillemets, qui va être sur le vrai minhaj, etc. Donc rejoignez-nous. Résultat des courses, on a fabriqué des monstres. On a fabriqué des schizophrènes identitaires. On y reviendra tout à l'heure, Abdelaziz Chambi, mais nous avons un avocat avec nous, nous allons lui demander ce que c'est que cette histoire de fiche S et ce que sont les recours éventuels en cas d'abus. Hussein Mati, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour. Alors, Hussein Mati, Chambi Abdelaziz vient de nous dire, parce qu'il s'organise, parce qu'il essaye de résister à cette islamophobie plus que rampante, on lui a fait une fiche S, quasiment, on l'a assimilé à un terroriste potentiel. Selon vous, quel recours pourrait-il avoir contre ce genre de pratique? En réalité, tout d'abord, bonsoir et bonsoir aux invités. Merci, bonsoir. Et Gabriel Bina, que j'ai déjà eu l'honneur de rencontrer. Alors, pour répondre plus précisément à votre question sur la fiche S, une fiche S, c'est simplement une fiche qui va signaler que cette personne est potentiellement dangereuse. Alors, c'est du jargon administratif et on s'en rend compte surtout qu'on a une fiche S au moment où on passe les frontières, c'est-à-dire à chaque coup ou lors d'un contrôle de police éventuel où la consigne est donnée aux policiers de faire en sorte de ne pas attirer une attention spéciale sur la personne pour qu'elle ne soit pas avisée qu'il y aurait une forme de surveillance à son endroit. Aujourd'hui, toute une série de personnes peuvent avoir une fiche S. Moi, depuis la mise en place de l'état d'urgence en France, j'ai eu beaucoup d'appels de personnes qui sont désormais assignées à résidence avec obligation de pointer 4 fois par jour tous les jours au commissariat et avec l'obligation d'être chez eux entre 19h et 8h ou 9h le matin. Et très souvent, c'est des personnes qui avaient des fiches S, mais si vous voulez, il y a une contradiction
entre la fiche S, on a une sorte de bizarrerie du droit. C'est-à-dire que les personnes qui ont une fiche S, comme je l'ai indiqué, c'est des personnes qu'on soupçonne d'être potentiellement dangereuses pour l'État, alors qu'elles ne le sont pas nécessairement, mais c'est sur une base de critères, si vous voulez, qui reste assez subjectif. C'est-à-dire que une personne qui va fréquenter certains lieux de culte et qui va tenir un certain nombre de discours et qui sera identifiée en tant que telle pour avoir une fiche S, une personne qui sera très discrète sur la réalité d'un engagement radical, elle, en revanche, ne sera absolument pas fichée. Et aujourd'hui, on va considérer qu'une personne qui est active est potentiellement dangereuse parce qu'elle tient un discours de rupture, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. Et sans rentrer dans le détail d'un certain nombre de dossiers qui viennent de m'être soumis entre hier et aujourd'hui, puisque c'est une question assez délicate, comment on fait pour savoir si on a une fiche S? Bon, on ne le sait pas nécessairement parce que les forces de l'ordre ont comme consigne de ne pas vous le dire. Après, au bout d'un moment, vous pouvez le savoir. Et certains jettent simplement un coup d'œil sur l'écran à l'aéroport et puis il y a le mot S qui ressort en gros. Mais sinon, c'est d'écrire à la préfecture et de demander des explications. Ça nécessite un devoir de transparence. Et en même temps, la transparence, ce n'est pas forcément payant, dans le sens où, dès lors que on a des doutes sur vous et que ces doutes sont des fois fondés, mais aussi parfois absolument pas fondés sur des éléments et des critères objectifs, effectivement, on est dans une sorte de flou artistique où des personnes qui sont a priori des citoyens comme les autres, qui payent leurs impôts et qui sont absolument tranquilles, qui ne sont en aucun cas des personnes qui peuvent troubler l'ordre public, voient donc leur vie en quelque sorte gâchée par cette fiche S à certains moments, mais c'est pas non plus comme un contrôle judiciaire ou ce genre de choses. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, on a les assignations à résidence qui sont mises en place. Il y a 104 personnes qui, aujourd'hui, ont une assignation à résidence. Et elles, pour le coup, avec cette obligation de pointer 4 fois par jour, tous les jours, même les dimanches et jours fériés, effectivement, quand on a un travail, eh ben, ça casse la dynamique du travail, on perd son travail. Donc, effectivement, il y a des recours à faire. C'est ce qu'on appelle des référés de liberté, puisque c'est une atteinte grave à une liberté fondamentale, c'est la liberté d'aller et de venir. Et il faudra discuter devant le tribunal administratif les éléments qui sont considérés comme de nature et apporter. Mais pourquoi dans ce cas, Hosni Mati, pourquoi ne pas interpeller la société civile? Pourquoi ne pas interpeller l'opinion publique? Moi, personnellement, je n'étais pas au courant de ce genre d'abus, d'excès, et je suis journaliste, vous voyez. Alors que dire de la société civile d'une manière générale? Pourquoi ne pas dénoncer de façon publique ce genre de pratique? Ne pas dénoncer, ça se fait, mais vous savez, c'est un travail qui est très compliqué. Aujourd'hui, l'opinion publique est encore dans l'émotion. Le pouvoir politique, lui, doit agir pour, en quelque sorte, essayer de rassurer la population, et on fait de la communication. Donc on vous dit qu'on a assigné à résidence beaucoup de personnes, qu'on va fermer des mosquées salafistes, alors qu'il y a quelques mois on disait non, c'est pas forcément si dangereuse que ça, etc. Donc il y a une nécessité pour le pouvoir politique de démontrer, même sur des fois sur des terrains qui ne sont absolument pas justifiés, qu'ils agissent pour lutter contre le terrorisme. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est très compliqué de gagner cette bataille de l'opinion publique, parce que l'opinion publique, bien évidemment, ce qu'elle a en tête, et à juste titre, c'est les personnes qui viennent de mourir, c'est toutes ces personnes qui ont perdu quelqu'un, ou avec des personnes qui se battent encore entre la vie et la mort au moment où on parle. Il ne faut pas oublier ça. Donc effectivement, il y a un équilibre à trouver entre l'état de droit et le respect des libertés fondamentales et bien évidemment la sécurité de tous nos concitoyens, et on en fait tous partie de ce point de vue-là. Et il est vrai que dès lors qu'il s'agit d'Arabes et de musulmans, aujourd'hui, j'estime que les services de renseignement ont perdu de leur capacité à faire preuve de discernement entre la réalité d'un danger chez une personne et une autre. On est tellement dans le fantasme des fois que quelques critères assez simples suffisent à vous déterminer comme une personne dangereuse alors que vous ne l'êtes pas. Hosni Mati, restez avec nous, je reviendrai à vous dans un instant. Je reçois à présent Patrice Vergerolles, informaticien, et qui est aussi un musulman converti. Il s'est converti à l'islam. Patrice Vergerolles, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, dites-nous, vous savez que ces attentats, bon, aujourd'hui, on voit à qui ça profite. En fait, on est presque tenté de se dire à qui profite le crime. D'abord, à Bachar el-Assad, qui passe pour être devenu le rempart contre le péril vert, et à l'extrême droite, qui est en train de se faire mousser, à tous ces mouvements fascistes, racistes, qui sont en train
de s'étaler sur la place publique, qui ne craignent plus de se montrer tels qu'ils sont. Mais sinon, le grand perdant, c'est la communauté, en plus des victimes qui ont perdu la vie et de leur famille, ce sont aussi les musulmans de France qui sont ouvertement stigmatisés, qui vivent dans l'angoisse, qui rasent les murs. Vous-même, Patrice Vergerolles, est-ce que vous ressentez ce malaise? Pour tout vous dire, les attentats qui ont eu lieu vendredi dernier, j'ai moins ce sentiment de malaise. J'ai plus l'impression que la peur a pris le pas sur un peu tout le monde. Et comparé aux attentats qu'il y a eu en janvier, j'ai moins le sentiment, après c'est un sentiment personnel, j'ai moins le sentiment d'être dans une justification permanente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression, enfin, tout le monde se sent visé, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans, les Charlie, pas Charlie. En fait, il y a eu une globalisation des victimes, en fait, et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, par rapport à ce qui a pu se passer en janvier dernier, j'ai moins le sentiment d'avoir à me justifier d'être quelqu'un de normal, en fait, d'être un citoyen comme tout le monde. Et je l'ai vu directement sur le visage de tout le monde, en fait, lundi matin, quand j'ai accompagné mes enfants à l'école. Eh ben, j'ai pas vu de regard inquisiteur de la part de qui que ce soit. J'ai surtout vu de la peur dans le visage de tout le monde et un peu un sentiment d'être un petit peu déboussolé parce que voilà, tout le monde a le sentiment que aujourd'hui, ça peut arriver n'importe où, n'importe quel coin de rue, n'importe quel moment de la journée, que ouais, il y a plus une seule personne qui est visée aujourd'hui, c'est tout le monde. Et c'est moi ce sentiment que j'éprouve. Je partage pas forcément l'avis de tout le monde, de tous les intervenants. Moi, je vois, c'est surtout de la peur en fait que je ressens, que je vois sur le visage des gens. Mais sinon, d'une façon générale, je comprends que les musulmans puissent éprouver de l'angoisse, qu'ils puissent avoir peur eux aussi. Mais sinon, comme vous venez de le souligner, les autres aussi, ceux qui ne sont pas musulmans, ont peur. Et c'est un peu la peur qui pèse sur tout le monde, en fait. Oui, bien sûr. Mais, oui, je vous en prie. Pour la communauté musulmane, oui, je peux comprendre qu'elle se sente, qu'elle soit un peu angoissée parce que ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup sur une même année avec tous les attentats qui ont été déjoués. Ça commence à faire, enfin, les gens retiennent en fait le nombre et que ça commence à se répéter. Alors après, c'est vrai que on aura beau expliquer que l'islam c'est pas ça et que un musulman doit se dégager de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et hors islam, on aura beau répéter ça aux gens, leur donner des exemples, leur citer des versets, tout ce que vous voulez. Le fait de devoir se justifier à chaque fois fait que vous avez une espèce de psychose en fait qui s'installe en vous-même et vous savez plus à quel sein vous vouez et quelle attitude aussi adopter. Donc je peux comprendre qu'il y a des musulmans aujourd'hui qui rasent les murs parce que on a peut-être ce sentiment qu'il faut aujourd'hui se faire discret, à la limite qu'il faut disparaître du paysage pour être tranquille, quoi. Restez avec nous, Patrice Vergerolles. Abdelaziz, non, Gamal Abina, on avait été coupé tout à l'heure parce qu'on ne vous entendait pas très bien. Vous êtes avec nous au téléphone maintenant. Oui, absolument. Est-ce que vous m'entendez? Ah ben c'est très bien, on vous entend mieux. Dites-nous d'abord ce qu'est votre collectif Résonance. Alors c'est un collectif qui est chargé de mobiliser les jeunes afin d'aller voter pour commencer. Quels jeunes? Les jeunes d'une manière générale? Alors, les jeunes en particulier dans la banlieue 93, puisqu'il est basé, pour être très précis, à Montreuil, ce collectif. Donc le but, c'est de les conscientiser sur la question de l'action politique, voter, s'engager. Et ce collectif a pour vocation de faire entendre dans la voix des sans-voix, précisément, de ceux qu'on n'entend jamais, qui ne s'expriment peu ou pas. Dites-moi, à propos de communauté, tout le monde parle, surtout l'extrême droite généralement, qui accuse les gens de communautarisme, ou alors ceux qui prennent les musulmans en otage, qui en leur nom commettent de tels actes, ou qui osent revendiquer en quelque sorte le leadership sur cette communauté pour la ramener vers le droit chemin. Cette communauté est-elle vraiment une communauté, elle, qui n'a ni les capacités
de ses membres d'être solidaires les uns avec les autres, ni la capacité de peser sur l'opinion publique, ni la capacité d'interpeller les politiques, ni la capacité ne serait-ce que d'appeler ses membres à voter dans un seul sens pour pouvoir éventuellement faire peser leurs exigences. En quoi les musulmans de France sont-ils une communauté? D'abord, ce n'est pas une communauté, c'est faux. Ce sont des communautés totalement divisées. En vérité, il n'y a pas un groupe commun constitué avec des représentants légaux qui ont été élus. Ça n'existe pas. Il y a autant de musulmans que d'individus. Donc l'idée de la communauté qui sera une sorte de bloc monolithique est une chimère, beaucoup mise en scène par l'extrême droite, parce que l'objectif c'est de dire quoi? C'est de dire qu'ils sont un ennemi de l'intérieur. Donc l'extrême droite, en général les gouvernements, ont tendance à parler de ces communautés parce qu'ils ont le sentiment effectivement que c'est des corps étrangers. Et le marqueur communautaire, s'il devait y en avoir un, c'est uniquement la couleur de peau. Ils sont d'origine maghrébine pour l'essentiel, même s'ils ne sont pas qu'essentiellement maghrébins. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, moi je fais un parallèle avec ce qui se passait dans l'Allemagne des années 30. Parce que quand on a identifié la communauté juive, on l'identifiait uniquement par... Alors c'était des gens d'origine de l'Est, on les considérait comme étant juifs parce qu'ils étaient... Enfin, on les considérait comme étant juifs. On les considérait comme étant des gens étrangers parce qu'ils étaient juifs. Mais ce qui faisait leur communauté, c'est qu'ils avaient une religion commune. Et aujourd'hui, on essentialise les musulmans en France, qui sont des maghrébins pour l'essentiel, en les ramenant à leur rang de communauté musulmane, de musulmans. Et le problème, c'est que ce discours-là, il existait déjà pendant la période coloniale. Lorsqu'on divisait les communautés en Algérie, on parlait bien des musulmans, des juifs et des européens. Vous voyez? Oui, oui. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'il y a une communauté. Moi, je réponds qu'il n'y en a pas. Il y a autant de communautés que d'individus, encore une fois. On voit très bien la division qu'il y a entre les Maghrébins, Algériens, Tunisiens et Marocains, parce qu'il y a plusieurs types de mosquées, les Turcs à côté, les Sénégalais déjà. Ensuite, on voit aussi qu'il n'y a pas de poids communautaire. C'est une communauté, à mon sens, de réaction. Hollande n'a pas été porte-pouvoir par adhésion, il a été porte-pouvoir par réaction à Sarkozy. Donc ce n'est pas une réaction communautaire, c'est une réaction de gens qui se sont sentis stigmatisés, montrés du doigt. Et ce qui est intéressant de souligner surtout, c'est que depuis 30 ans, depuis la révolution, même un peu plus de 30 ans, 35 ans, la révolution en Iran, c'est depuis cette période-là, le marqueur s'est fait à partir de ce moment-là, on a parlé d'islam politique, d'islam militant, d'islam très offensif, parce qu'effectivement l'Iran voulait exporter sa révolution islamique à travers le monde. Puis est arrivée la guerre d'Irak. Je parle de la première guerre du Golfe, qui est la guerre Iran-Irak. Donc 8 ans, un bain de sang qui a duré 8 années et qui a tué 2 millions de personnes, il ne faut jamais perdre de vue. À ce moment-là, la question d'islam politique se posait avec moins d'acuité. On parlait beaucoup plus des mollahs, d'une sorte de monarchie qui s'opposait à un régime laïque soutenu par Saddam Hussein et bizarrement par les pétromonarchies du Golfe, qui elles sont très très loin d'être laïques. Et par la suite, il y a eu les divisions d'Irak en trois segments. Donc là, on a communautarisé l'Irak, prétendant que le nord aurait été essentiellement kurde, le centre sunnite et le sud chiite. Ce qui est absolument faux sur un plan géographique, mais bon, c'était synthétisé. Ça c'est des idéologues américains qui ont mis ça en place, Brzezinski pour être très précis, qui ont dit diviser la région en micro-États, le plus de micro-États possible, afin qu'elle ne soit jamais unie et qu'elle ne soit surtout pas un poids économique, politique et militaire dans la région. Donc ils ont fait ce travail-là et malheureusement les conséquences de cette catastrophique gestion de la région, ça a été effectivement de créer non seulement des haines et des colères, une région permanente en guerre et surtout ça a créé des mouvements extrêmement radicaux et ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que ces mouvements radicaux ont été ralliés par des anciens laïcs. Par exemple en Irak, on s'est aperçu que les ba'athistes ont commencé à rallier Daesh. Donc le problème c'est que tout ça encore une fois c'est de la réaction et la conséquence de tout ça c'est qu'aujourd'hui malheureusement énormément de civils meurent. On a beaucoup parlé des attentats de Paris à juste titre. On a moins parlé des attentats de Beyrouth qui étaient la veille, qui ont tué autant de civils, enfin à peu près autant de civils je dirais puisque ça n'a pas arrêté depuis un an. Et on a tendance à vouloir réduire à l'idée d'une communauté ou d'une religion un problème qui est essentiellement à mon sens politique. Et s'il doit y avoir une religion là-dedans, c'est juste une réaction pour se trouver une entité, de telle sorte qu'on puisse constituer un groupe. Restez avec nous, Kamal Abina. Abdelaziz Chanbi. Abdelaziz Chanbi. Naam. Alors, je vais vous poser une question un peu délicate et j'espère que je ne vais blesser personne. Je vous en prie. Parmi les élites de cette communauté, si tant est qu'elle est une communauté, il y a d'abord les représentants cultuels
ceux qui, d'une façon générale, sont là à prospérer sur la bête. Ils sont utiles en rien, ils sont là à se servir. Des notables, des gens qui sont à toutes les cérémonies, qui sont accrochés des légions d'honneur à tout va. Ils sont bien, ils manquent de rien, ils sont de toutes les fêtes généralement. Mais sinon, les plus intéressants, c'est ces gens de la communauté qui ont réussi la gageure de réussir, d'accéder à des statuts sociaux supérieurs, privilégiés. Ce n'est pas le cas de tous, j'entends bien. Mais beaucoup parmi eux se croient un peu obligés de se délester de leurs liens avec leur communauté originelle, comme s'ils avaient peur qu'elle les compromette quelque part, et plutôt que de venir à son secours maintenant qu'ils en ont les possibilités, les capacités, et ils s'en détachent, ils s'en éloignent. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a deux volets dans la question. Oui, en effet. Qui concerne le représentant dit du culte musulman. Oui. Qui sont regroupés dans le sein du collectif du Conseil français du culte musulman, qui sont pour nous pas du tout représentatifs de la communauté musulmane, à plus d'un titre, et qui sont plus dans une sorte de recherche de notabilité et de dialogue de politesse avec les pouvoirs publics, mais au-delà des intérêts de la communauté musulmane, pour la simple raison qu'on a testé leur rapport à la communauté musulmane lorsqu'on était en difficulté. Je vous donne un exemple très précis. C'est une famille franco-tunisienne à qui on enlève les enfants il y a 9 mois. Oui, oui, une affaire qui avait... qui quittait le sein de sa mère qui avait 3 mois. Oui. J'ai appelé personnellement les responsables nationaux, les associations, les responsables du culte musulman. Aucune personne, aucune organisation n'a pris la peine de défendre cette famille, ne serait-ce que sur un plan humain. C'est-à-dire l'enfant, le bébé, il a été enlevé à sa mère, au sein de sa mère. Sa mère est allée avec son lait, elle a sorti le lait, elle l'a mis dans une bouteille, elle l'a amené au commissariat, ils l'ont exclu en disant on lui donnera du lait en poudre. On a mis ce problème-là, ce cas humainement inacceptable, devant tous les responsables, et il n'y en a aucun qui a fait un communiqué ou qui a pris le téléphone pour appeler qui de droit pour rendre les enfants à leur mère. Il a fallu qu'on organise des manifestations, qu'on se mobilise, nous, en tant que coordination contre le racisme et l'islamophobie, et aujourd'hui, 9 mois après, je suis convoqué par le tribunal, par le commissariat de police à Oulin, et on me dit, il y a une plainte qui est déposée contre vous pour menace. Je dis de la part de qui? Il me dit le Conseil général de l'Isère. Je dis pourquoi? En fait, c'est parce qu'on a manifesté pour faire ramener les enfants à leurs parents. Aujourd'hui, tout le monde est au courant du fait qu'Abdelaziz, militant pour les droits des victimes et contre le racisme et l'islamophobie, est traîné devant la police, et j'attends une convocation devant le tribunal correctionnel. Pourquoi j'ai parlé de cette affaire? Ce n'est pas pour parler de moi, c'est pour montrer le rapport qu'il y a entre les militants de base et les acteurs de base qui se battent et les officiels qui sont effectivement dans les salons de la République, qui se bousculent et s'entretuent et se crachent dessus les uns les autres pour être adoubés par le ministre de l'Intérieur ou par le préfet. J'étais chez le cabinet du directeur du préfet du Rhône et de la région il y a 1 mois et demi et je lui ai fait dire, enfin je lui ai fait confirmer avec un sourire que certains de ces représentants de la communauté musulmane venaient le voir pour critiquer Abdelaziz, en disant, lui, mais c'est un radical, lui. Il fait des manifestations, il gueule, c'est une grande gueule, voilà. Et il a souri, me confirmant que, et tout ça pourquoi? Pour dire, moi, je suis le bon musulman, je suis le bon indigène, je suis le gentil, je suis le propre sur moi, c'est avec moi que vous allez parler de la communauté musulmane. Et en fait, ce comportement de Beni Ouiou, de coloniser, entraîne quoi? Entraîne une arrogance du système d'État à continuer à réprimer les militants, à continuer à diaboliser les musulmans, et à continuer à instiller une islamophobie d'État. Aujourd'hui, c'est l'État qui vote des lois islamophobes. C'est pas M. Dupont, nostalgique de l'Algérie française. C'est l'État français. C'est 85% des affaires que nous traitons sont en lien avec l'administration française, avec les mairies, avec les ministères d'éducation nationale, avec les écoles, les lycées, etc. etc. Donc, et pour les intellectuels en col blanc? Comment? Et pour les intellectuels, les élites en col blanc? Les intellectuels, on peut leur en vouloir et on peut aussi comprendre leur posture. Ils ont grandi dans des cités délabrées. Ils ont grandi dans des cadres de vie exécrables. Ils ont grandi dans des familles nombreuses, dans des conditions de vie qui sont inacceptables sur le plan de l'urbanisme, sur le plan de l'environnement, sur le plan des infrastructures de base qui n'existent pas. Et leur seule envie, c'est de quitter ces quartiers-là. Et on peut leur reprocher ça, mais
comment dire, on peut tenir compte de ça. J'allais dire les blâmer à moitié, parce qu'ils ont envie d'une chose, c'est quitter, mais en même temps, comment dirais-je, il y a un proverbe africain qui dit, si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie jamais d'où tu viens. L'asl, les racines, pour moi, c'est fondamental. Et oublier d'où on vient, sans bourgeoisie, par exemple, pour oublier les classes populaires qui constituent cette population-là dans les banlieues, pour moi, c'est une forme d'ingratitude. C'est une forme de manque de respect à ceux qui vous ont fait... On dit aussi, Abdelaziz Chambi, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Sinon, une question, je vous demanderai de me répondre assez brièvement pour essayer de répartir le temps d'intervention entre tout le monde. À votre avis, est-ce que vous confirmez que si le taux de chômage national en France est d'une moyenne qui varie autour de 11%, est-ce que vous confirmez que le taux de chômage dans les cités, dans certaines du moins, aussi entre 40 et 50%? L'Observatoire des zones urbaines sensibles, qui a étudié 750 quartiers dits défavorisés, en tout cas sensibles, recense effectivement pour les populations entre 15 ans et 25 ans un taux de 26%. Et dans certains quartiers, comme par exemple à Lyon, sur les Minguettes, il monte jusqu'à 60%. Et des études viennent de montrer dernièrement, en plus de celles du Bureau international du travail, qui avait déjà démontré depuis une dizaine d'années que lorsqu'on s'appelle Mohamed, on a 5 fois moins de chances d'avoir un emploi. Il y a encore une étude récente qui vient d'être proposée et qui démontre que le facteur islam est un facteur discriminant et il vous donne 4 fois moins de chances qu'un non-musulman d'avoir un emploi. Donc si ça, c'est pas l'islamophobie d'État, j'aimerais bien qu'on m'explique ce que c'est. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Abdelaziz Chambi, Houssine Mati, j'aimerais en venir avec vous. On essaye, même si l'émission n'est pas assez longue pour permettre d'entrer dans un tel sujet en profondeur, j'aimerais vous entendre nous parler des véritables causes de ce qui se passe, de ce terrorisme qui est en train de gangréner la planète entière. Je suis désolé. Allô? Oui, on vous entend. S'il vous plaît, je vous ai mal compris. Ah. Vous m'avez pas entendu. Je voulais vous entendre. Je vous demandais de nous parler un peu, même si le sujet est assez ardu, des causes du terrorisme. Dans le monde, un peu partout dans le monde, en France particulièrement. Les causes du terrorisme un peu partout dans le monde, oui, c'est un sujet qui mériterait à lui seul une thèse universitaire. Bon, moi, ce qui me concerne, si vous voulez, pour répondre un petit peu en lien avec l'actualité et pour évoquer le terrorisme de Daesh qui vient frapper jusqu'en France, elles sont multiples. Je pense que tout le monde sait que la pauvreté, d'abord intellectuelle et culturelle, puis la pauvreté économique, un sentiment de frustration et une haine finalement organisée sous couvert de discours religieux peut faire passer à l'acte un certain nombre de personnes qui vont trouver dans la religion un message qui va donner un sens qui va les valoriser tout simplement. C'est-à-dire que vous avez des jeunes qui tiennent le mur dans le quartier, à qui on va dire du jour au lendemain, écoute, le mur il n'a pas besoin de toi pour tenir. Par contre, en Syrie on a besoin de toi, au Yémen on a besoin de toi, en Palestine on a besoin de toi, et toi tu es là et tu fous rien. Donc il y a une sorte de culpabilisation. Ça on va dire c'est le plus bas degré. Mais vous savez, aujourd'hui il suffit d'écouter un juge antiterroriste qui ne l'est plus, qui est le juge crédibique, qui va vous expliquer que 10% des motivations des terroristes dits islamistes sont des motivations religieuses, et que pour la plupart du temps c'est des gens qui ont en quelque sorte une rage contre des fois des injustices, qui font peut-être parfois des diagnostics les concernant qui sont alarmants, mais qui, pour le coup, décident, sous couvert de la haine et de la rage, de passer à l'acte terroriste. Et ça, évidemment, c'est parfaitement condamnable. Et toutes les personnes qui vivent dans des situations identiques ne finissent pas comme ça. Donc il y a des fois des causes qui sont structurelles, il y a aussi des causes qui sont parfaitement individuelles. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué de répondre à votre question. Moi, si vous voulez, là où j'essaie de faire attention, et j'ai des dossiers qui sont en lien avec des entreprises dites terroristes, avec des clients qui ont envie de partir et d'aller ailleurs, ce qui les caractérise assez souvent,
c'est une connaissance parcellaire de la dynamique islamique et de l'état d'esprit et du souffle qu'est l'islam en termes de libération spirituelle. C'est surtout l'organisation pour eux d'une sorte de revanche contre l'Occident qui prendrait la nécessité de prendre des armes, quitte à tuer des innocents, parce que selon certaines lectures, selon certaines fatwas, dès lors qu'on est mécréant, et effectivement, vous méritez la mort, on peut vous voler, on peut même vous violer. Donc c'est pour ça que c'est très très compliqué de répondre à cette question. Moi, dans le cadre de mon activité, j'essaye de déconstruire un petit peu la manière dont parfois les services de justice essayent d'appréhender ce qu'est un terroriste, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a une lecture rigoriste de l'islam va être considéré comme terroriste en puissance alors qu'il ne l'est pas nécessairement. Vous avez quelques intellectuels qui ont écrit sur la question pour essayer de discerner entre le terroriste potentiel et celui qui est simplement, on va dire, rigoriste et orthodoxe dans sa pratique religieuse. Donc, encore une fois, le défi, j'estime que le défi pour la France aujourd'hui est un défi qui est important parce que on a des grilles de lecture pour appréhender l'islam de façon générale, les musulmans de façon particulière et plus particulièrement encore les jeunes musulmans du quartier populaire ou sensible, qui est complètement biaisé puisque on oublie quelle est la réalité de ce qu'ils vivent et qu'on aspire toujours à une forme de société islamique idéalisée en France qui aurait intégré un certain nombre de codes alors qu'elle les a déjà intégrés mais que en apparence ça ne semble pas être le cas pour certains. Donc voilà, j'essaie de synthétiser une réponse pour une question qui était extrêmement complexe. Nous essayerons de vous réinviter ainsi que les autres invités pour parler précisément de cet aspect de cette tragédie. Merci beaucoup, Husni, Mati. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Patrice Vergerol, sans vous poser de questions, le mot de la fin vous revient, si vous avez quelque chose à dire en particulier. Pas grand-chose à dire, à part que la communauté musulmane va devoir s'armer de beaucoup de patience, beaucoup de courage, toutes les vertus qui font de nous des bons musulmans. Il va falloir être fort parce qu'on rentre dans une période qui est sans doute cruciale. C'est peut-être un tournant pour la vie du musulman à notre époque, à l'époque moderne. Et il va vraiment falloir faire la différence, pas en essayant de se justifier forcément, mais en essayant de faire face à une situation qui est compliquée pour tout le monde, mais qui est compliquée pour le musulman parce que il va devoir s'accrocher à sa religion, tout en essayant de prendre en compte le contexte difficile dans lequel il évolue aujourd'hui. Il y a une menace, la menace en fait elle vient de partout, c'est-à-dire que quand pour Daesh, le musulman de France c'est pas un musulman quoi, donc on doit vivre aussi avec ça, on doit vivre aussi avec l'œil de celui qui n'est pas musulman qui va peut-être voir en nous une menace. Tout en essayant de faire preuve de valeur dans notre comportement et essayer aussi il va falloir ne pas baisser les bras, c'est surtout ça en fait. Le musulman ne faut pas qu'il baisse les bras dans cette époque, dans cette période difficile. C'est compliqué, ça va être compliqué pour tout le monde. Mais voilà, moi tout ce que je peux dire, c'est que tout ce que je peux souhaiter à la communauté musulmane et à tout le monde en particulier, c'est de ne pas baisser les bras et d'essayer de faire face à tous les défis qui vont se proposer à nous. Merci Patrice Vergerol, merci Gamal Abina, merci Abdelaziz Chanbi, merci Husni Mati. Je conclurai par une simple question, même si elle peut paraître simpliste. Comment Daesh est né précisément dans ce pays qu'est l'Irak? Cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir suivi en espérant vous revoir bientôt. Salam alaikum, qawala khair, salama.